Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir parler podcast lors de ce podcast. Et qui de mieux pour recevoir le CEO de Magellan. Salut Arthur. Salut, ça va ? Et ça va et toi ? Ça va très bien. Ravi de te recevoir à la maison. T'es le premier que je reçois chez moi en plus. Bah oui, mais il y a un côté convivial, c'est très sympa. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs dans un premier temps, s'il te plaît ? Alors, je suis le cofondateur de Magellan, qui est une plateforme de podcast premium que j'ai montée avec Mathieu Gallet, l'ancien patron de Radio France. Et par le passé, j'ai créé une autre société qui s'appelle Wind, qui est une société de logiciels d'encaissement, pour la faire courte, qui maintenant est Onex 40. J'ai eu plein d'autres activités, mais c'est ça les deux principaux faits d'armes dans la Startup Nation. Ok, actuellement, parce que t'en as eu encore en plus avant. J'en ai eu avant et j'en aurai peut-être après. Ouais, bon, on va repasser dessus. Du coup, pour parler un peu de Magellan, déjà, première question, mais comment ça t'est venu ? En plus, tu me parles juste avant de l'expérience de Wind, qui est plutôt orientée, j'ai presque envie de dire que c'est un business un peu financier, et là tu te retrouves, ou en tout cas d'enregistrement, et là tu te retrouves du coup dans un média, quoi. C'est comment tu te retrouves à créer un produit qui va être scalable, comment tu tacles un pain, mais en même temps une industrie qui est grandissante. Si tu peux nous refaire nous remettre le paysage, quoi. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est difficile quand on regarde mon LinkedIn de voir un fil conducteur autre que le fait d'entreprendre. C'est le seul fil conducteur. En fait, le vrai fil conducteur, c'est la liberté, le fait de s'amuser et essayer de penser des projets qui ont la capacité de devenir très gros. À chaque fois, c'est ça le truc qui m'excite un petit peu. Alors pour Magellan, c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment la rencontre avec Mathieu qui a fait naître l'idée chez moi. Lui avait déjà une idée autour du monde du podcast et plutôt du monde du contenu audio. Okay. Moi, c'est un monde que je ne connaissais pas. Je connaissais pas le monde des médias. Je ne connaissais pas le monde des plateformes de contenu. Et qui mieux que quelqu'un qui justement ne connaît rien de tout ça pour se lancer. J'ai une petite théorie sur le fait que évidemment le risque d'échec est plus important quand on ne vient pas d'un milieu, mais que le potentiel de la taille de réussite, la capacité de réussir gros, est en fait je crois presque plus important si on vient pas du milieu, parce que justement on reprend un peu les bases. Quand tu dis milieu, c'est l'industrie de l'industrie dans laquelle tu te lances. Okay. Alors dans le cas de Magellan, l'industrie de l'audiovisuel, des plateformes et du contenu. J'étais pas head of something chez Netflix ou chargé de quelque chose chez Radio France, donc j'étais pas de ce domaine-ci. Justement, parce que les gens, je suis pas sûr qu'ils comprennent qui est Mathieu. Tu peux nous en parler 30 secondes. Mathieu, mon associé, c'est l'ancien patron de Radio France, Mathieu Gallet, et qui a été aussi patron de l'INA. Donc l'Institut National des Archives, et donc c'est grand patron, plusieurs centaines à l'INA et plusieurs milliers de personnes chez Radio France, donc avec toutes les histoires qu'on peut imaginer, donc du bon service public, du média, de l'audiovisuel, énormément de personnes, et donc en fait l'opposé de ce que l'on peut faire chez les gens que tu peux interviewer régulièrement dans les startups, mais donc en fait hyper intéressant. Et ça a commencé quand est-ce que vous avez commencé à brainstorm dessus ? On s'est rencontrés en mai 2018. On a été mis en relation. Dans quel cadre ? Dans quel cadre ? Un ami de confiance m'écrit, me dit est-ce que tu connais Mathieu Gallet ? C'était littéralement le titre de l'email. J'ai fait ma recherche Google. Et je lui réponds bah oui. Et puis en plus Mathieu avait fait un peu parler de lui par les raisons de son départ de Radio France, avait fait un petit peu le buzz, donc l'actualité, il était déjà parti, okay. Etc. Il était déjà parti. Et donc je dis oui, je connais. Et donc l'idée c'était de voir, puisque moi j'avais revendu mes actions de Wind, voir si éventuellement il y aurait pas un truc à faire, un investissement, un accompagnement, quelque chose. Et quand on s'est parlé avec Mathieu, ça devait, c'est drôle, ça fait vraiment storytelling à la con. Ça devait durer 45 minutes, ça a duré 3 heures. C'est vrai en plus, hein, je peux le confirmer. Et sur le chemin du retour, je lui envoie un email en lui disant voilà mes conditions, si tu veux on se lance tous les deux. Okay. Genre straight to the point. Donc là 2018. Là on est en mai 2018. OK. Il réfléchit un petit peu.
c'est normal. Et on se dit let's go. Et donc ça démarre en juin 2018. On n'a rien. Ouais, du tout. Rapidement, quoi. Okay. Ça démarre hyper rapidement. Et là, moi je me plonge pendant plusieurs semaines dans cet univers. Mais quand je te dis je me plonge, c'est je teste toutes les applications au monde de contenu audio. J'ai dû en tester 60. Donc là, comprendre, c'est quoi le truc en fait? C'est Mathieu qui vient et qui te dit quand même j'ai un projet, j'aimerais créer une... C'est quoi en fait? Est-ce que lui-même te parle d'une plateforme? Oui et non. Parce qu'en fait il me parle tant d'une plateforme que en fait il a une vision... Mathieu, c'est normal, il sort de Radio France. Radio France, c'est 6-7 radios, c'est des milliers de personnes, c'est tout un écosystème. Donc lui, il a une vision qui est hyper holistique. Il voit pas simplement on va lancer une plateforme et on va enregistrer des podcasts. Il voit le côté agent de talent, il voit le côté production, il voit le côté plateforme. Et en fait, il a une vision, si tu veux... en fait, il a en tête ce que Amazon devrait faire, si tu veux. Ouais, mais est-ce que ça s'apparente à la boîte de prod, là, du coup? Non, en fait, c'est oui et non, en fait. Et donc, c'est hyper vaste. Et donc, évidemment, c'est une idée structurée, mais c'est pas ce que Magellan est devenu. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est justement là où je c'est la rencontre qui fait la naissance de Magellan, ouais. Mais il a, évidemment, bien sûr, une idée mais hyper holistique. Faut voir, c'est un paper, dis-toi que c'est un paper, un document Word, sur lequel il a posé... le leader de l'audio dans 20 ans, quoi. Mais il sait pas à quoi ça ressemble encore. Si, mais tu peux pas le créer, si tu veux. Okay. Ça peut quelque chose peut le devenir. Ouais, mais tu peux pas le créer. Tu peux pas, il faut lever 500 millions et dire, okay. Voilà, tu vois. Quand je te dis, c'est vraiment ce que Amazon devrait faire, c'est vraiment ce que Amazon ou d'autres, je cite Amazon parce qu'ils sont beaucoup dans le monde du contenu, mais c'est vraiment une vision hyper vaste. C'est pas on va créer c'est pas ce qu'on connaît dans le monde des startups, c'est pas voilà, il y a un pain ou voilà, il y a un marché ou voilà, il y a un machin, non, c'est pas ça. C'est ça qui est génial. Si on reprend un peu il y a toutes sortes de définitions de la startup, mais je crois ils mettent un point d'honneur vraiment sur l'aspect de la scalabilité. Voilà, comme je te disais, moi, de prime abord, je me suis dit, ok, s'ils produisent leur propre podcast, ça voudrait dire que derrière, c'est presque une boîte de prod. Ce qui veut dire autre chose, ouais. La scalabilité est plus compliquée. Il me semble que vous avez fait plusieurs pivots. Donc bon, ma question est ciblée, mais en gros, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, on est en 2021. C'est quoi les différents milestones de Alors, effectivement, on a fait un pivot, et tu vas comprendre que c'est un semi-pivot, mais justement, je vais t'expliquer. Bon, déjà, phase 1 de Magellan. Apprendre à se connaître avec Mathieu, parce qu'on se lance dans un projet, on se connaît depuis 2 semaines. Okay. Rien que ça, c'est un peu loufoque. Tu vois. Bon, vous aviez vous deux un petit nom quand même dans l'écosystème. Oui, mais bon, pas le même écosystème. Déjà. Pas le même écosystème, mais cofonder quelque chose. Ouais. C'est alors, on a toujours la comparaison avec le mariage, etc. C'est quelque chose quand même. Enfin, c'est presque pire que le mariage. Parce que le divorce est quasi impossible. C'est-à-dire le divorce est forcément conflictuel. Il y a l'argent en jeu, c'est compliqué. Tu seras dépouillé. Oui, en tout cas, tu sais qu'il va y avoir un souci, quoi. Tu vois. Donc bref, tu t'engages dans quelque chose et c'est ça que je trouve génial. Moi, je suis très instinctif. J'adore l'intuition. Je suis pas enfin voilà. Donc première phase, on apprend à se connaître, on définit ce qu'on veut faire. Donc il y a un travail quand même de quelques semaines là-dessus. Et deuxième phase, on se rend compte que c'est un projet qui n'a de sens qu'avec beaucoup d'argent. Okay. Tu ne lances pas Magellan, tu ne lances pas une plateforme de contenu sans avoir la capacité de lever des fonds de manière sérieuse. Parce que c'est l'archétype du projet infinançable en France. Donc, c'est une plateforme B2C. Donc déjà, ça commence mal, parce que ça coûte, tu le sais, très cher. Okay. On sort Magellan, les gens s'attendent à ce que ça marche comme Spotify, que ce soit aussi personnalisé que Netflix, que ce soit aussi cool que le dernier truc américain, machin, que ça ne bug jamais, etc. Donc ça coûte très très cher, parce que ça doit être évidemment disponible partout, sur iOS, sur Android, sur téléphone, sur ordinateur, etc. Déjà produit... Donc plateforme, compliqué. Contenu. Contenu égale, tu mets beaucoup d'argent sur la table, sans savoir s'il y a un marché. Parce que tu peux pas sortir une plateforme avec 5 contenus. Donc tu dois tout de suite avoir beaucoup, et le fait que tu aies beaucoup ne veut pas dire que tu as ton product market fit. Donc ça coûte super cher le contenu. Et il faut du monde. Et enfin, comme c'est du B2C, le marketing d'acquisition B2C rentable, tu sais que c'est très long à obtenir. Donc ces 3 éléments font que c'est un des projets les plus difficiles à financer en France et en Europe. Ce qui ne vous a pas arrêté. Ce qui ne nous a pas arrêté, mais nous a fait nous dire, on ne peut se lancer sérieusement que si on a la sensation qu'on est suivi par des gens
qui ont la capacité, en cas de succès bien sûr, de financer ce type de projet. Donc la phase 2, ça a été immédiatement de partir en levée de fonds. Sur la base pré-product. On avait un deck. Évidemment, moi j'avais tout designé, j'adore le produit, moi je suis très product. Okay. Donc j'avais designé toute l'expérience. Donc elle était palpable, alors on pouvait pas l'utiliser sur un téléphone, mais tu pouvais jouer avec, etc. On commençait bien sûr à trouver l'équipe, parce que pour lever beaucoup, c'est pas seulement un deck, un bel Excel et deux gueules que les gens connaissent, non. C'est aussi une équipe, montrer qu'il y a une confiance et qu'il y a des gens solides. Donc on avait déjà notre CTO, notre CPO, on avait déjà des gens qui avaient dit, si vous levez, on vient avec vous. Okay. Et avec ça, on part direct en levée. Et en décembre 2018, on a closé la levée. Les 6 premières personnes qui nous suivent, on a le deck, on a les designs, et là on a 6 mois pour lancer. C'est un objectif de vos... C'est un objectif, pas des invests. Les investisseurs là-dessus nous ont toujours suivis sur le bon timing. Okay. C'est un objectif qu'on s'est posé parce que ça coûte très cher. Donc ma théorie c'est, plus vite t'es sur le terrain, plus vite tu sais ce que tu dois faire. La probabilité de faire mouche avec le premier product est extrêmement faible. Ouais. Dans le B2B, tu t'en fous parce que tu commences à vendre avant que la chose existe. Tu peux, t'as toujours 6 mois de battement. Dans le B2C, tu ne peux savoir que quand ça existe. Donc, et que tu mets un peu de marketing pour vraiment tester le volume. Donc, il faut qu'on aille vite. Et donc, en 6 mois, en juin 2019, donc on est 1 an après la première rencontre, on sort le premier produit. Ok, donc vous respectez votre timing de 6 mois. Voilà. Mais... On le respecte. Attends, juste parenthèse, vous avez levé, rappelle-moi, c'est combien? À ce moment-là, on a levé 3 ou 4 millions d'euros avec la partie de dette. Finalement, on n'a pas touché, mais 3 millions d'utilise. C'est ID Invest le lead, avec Benoît Grossman qui nous donne sa confiance, donc très très cool. Et des gros BA, parce que il faut des gens qui comprennent que c'est très risqué. Juste pour faire le parallèle, parce qu'en plus t'es quand même serial entrepreneur, on va en parler juste après. Bon, je sais pas si c'est toi ou si c'est Mathieu, mais t'as bien vu que par rapport à votre business, il vous fallait pas mal de cash dès le départ. Tu y as cru direct. Tu t'es dit, je vais réussir à aller lever 3 ou 4 millions pré-product sur une idée, on peut le dire. Hein. Bon, il y en a qui ont réussi en général, et là je pense que tu vas le confirmer, mais que être serial entrepreneur aide pas mal. Le track record est fondamental. Donc, et en gros, est-ce que tu as fait un gros roadshow ou vous aviez déjà des contacts et c'est allé assez rapidement? Alors, c'est quand même allé rapidement parce qu'on s'est lancé en fin juin, début juillet et on a closé en décembre, sachant qu'il y a des vacances au milieu. Hein. Donc, voilà. Ça aurait pu aller encore plus vite parce qu'on a failli closer avec un fonds fin juillet. Finalement, ça s'est pas fait. Mais oui, t'as des contacts, mais non, parce qu'en fait, déjà, il y a beaucoup d'évolution dans le monde des VC. Ça change beaucoup. Il y a beaucoup de turnover. Ensuite, c'est quand même compliqué. Je t'ai dit, c'est un play d'investissement qui est tellement compliqué. Il y a peu de fonds spécialisés en France sur ce type de choses, et même en Europe. Et tu sais, à ce moment-là, le monde du podcast, c'est compliqué. Hein, c'est pas évident. Et en plus, moi, j'amène une approche qui est particulière. Je viens pas de ce monde. Donc pour moi, une app de méditation, une app de podcast, une app comme masterclass, de grosses masterclass, même si c'est vidéo, pour moi, c'est presque la même chose. C'est-à-dire que d'un point de vue user, ce que tu mets dedans, c'est du temps. Donc, au fond, le métier, le format n'est pas le même, l'approche n'est pas la même, mais la promesse est presque la même. Et donc moi, j'arrive avec une approche qui est holistique, qui est de dire, mais podcast ou pas, au fond, who cares? C'est du marketing. Ce qui compte, c'est, on part sur du contenu audio, qui est le seul périmètre sur lequel, aujourd'hui, il n'y a pas eu de mutation, comme ça peut être le cas sur tous les autres pans du monde culturel. Tu dis une mutation parce qu'il n'y a pas une mastodonte à la Netflix ou... En 2018, donc on est avant que Spotify se mette à racheter tout ce qui existe aux US. Hein. On est avant que Audible se mette à racheter et à rentrer dans la guerre. On est avant qu'Apple se dise, mais en fait tout ça c'est un business. Donc à ce moment-là, on a des applications de podcast, on a des podcasters, mais il y en a moins. Tu n'étais pas podcasteur à ce moment-là. Il y en a quand même beaucoup moins à ce moment-là, il y en a. Les audiences sont quand même relativement confidentielles par rapport à d'autres médias. Donc en fait, le monde de l'audio, c'est la radio. Donc autant dire que c'est quand même difficile de dire je vais aller challenger le monde de la radio. C'est pas le truc sur lequel tu séduis les foules. Parce que tu dis bon, la radio,
Ouais, on est dans le monde de la vidéo, Netflix éclate tout, donc on est plutôt en train de regarder qui peut aller concurrencer Netflix et Twitch, plus que se dire qui va aller concurrencer Radio France globalement. C'était quand même pas le moment. Donc en fait, il y avait tout ça. Donc considérant tout ça, moi je trouve qu'on a été extrêmement vite et que ça s'est extrêmement bien passé. Mais je ne te dis pas qu'à Paris Invest, beaucoup de monde aurait pu nous donner cette confiance-ci. Et ça a quand même beaucoup de valeur. Mais c'est pas seulement se lancer sur une idée, c'est se lancer sur une idée transformée dans un plan d'exécution qui était au cordeau. Tout était écrit. Tout ce qui s'est passé était écrit. Un Excel qui est très clair, tant sur les risques que sur les opportunités. 2 mecs qui ont un track record. Donc ils mettent... Voilà, Mathieu, il met quand même son image et c'est quand même beaucoup de choses. Et une équipe de gens qui nous accompagnent, qui nous disent ok, on veut venir avec vous bosser là-dessus, très très solide. Genre, vraiment, tu regardes ça, tu te dis, on sait pas si c'est possible ce qu'ils nous racontent. Ouais, mais les voyants sont ouverts. Mais a priori, si des gens sont capables de le faire en France, ils font c'est probablement une des 3 équipes qui est capable de le faire. Et en fait, c'était ça le play. C'est réunir autant de talents. C'est quand même un signal qui est plutôt positif et je pense que ça a beaucoup joué dans la raison. Et ensuite, Benoît Grossman, c'est un pro de l'investissement, il fait ça depuis longtemps, il connaît les entrepreneurs, donc il sait que ce dans quoi il investit, c'est une équipe, c'est une opportunité, c'est un business, mais c'est un objet en mouvement, en mutation. Ouais. Et la mutation a eu lieu puisque 1 an plus tard, décembre 2019, fort de 6 mois d'apprentissage, on propose un changement de modèle. Ça, c'était écrit ou pas ? C'était pas écrit, mais il était écrit que 6 mois après le lancement, on aurait des discussions sur ok, c'est quoi la réalité de ce qu'on fait, où est réellement le marché. Donc là, tu vas te poser des questions dans 6 mois, mais parce que tout à l'heure tu disais. En fait, je me les pose en permanence. En fait, je sais le jour du lancement qu'on a 6 mois pour définir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut aller faire des histoires pour enfants ? Est-ce qu'on veut aller faire finalement de la méditation ? Est-ce qu'on veut devenir tout payant, tout gratuit ? Arrêter le podcast, ajouter la radio live, tout ça est possible. C'est quoi les grosses réponses du coup ? Alors, les grosses réponses, parce qu'il y a, en fait, il faut quand même, quand tu fais le rétropédalage, c'est quand même, est-ce que les gens sont prêts à payer pour de l'audio ? C'est la question que tout le monde nous posait. Pas évident. Ouais. Nous, on a fait la preuve que oui. C'était pas un raz-de-marée, on n'a pas eu 100 000 abonnés, mais des gens étaient prêts, quand on faisait mouche, sur leurs désirs, leurs besoins, leurs envies, à payer. Donc oui, il y avait un espace pour ça. Ça a été la première réponse. 2, moi, je suis omnibulé par l'exécution et la scalabilité, qui sont les 2 conditions sine qua non de la réussite d'un projet. En fait, c'est simple, hein, c'est vision, exécution, pognon. Ça, c'est le trio qui fait qu'une boîte réussit. Tu prends toutes les boîtes qui réussissent dans le monde des startups, il y a toujours ces 3 trucs. Une vision ambitieuse, une exécution exceptionnelle et du pognon qui permet de financer tout ça. J'utilise le mot pognon qui est un peu agressif parce que ça rime en ion et que c'est beaucoup plus sympa. C'était pas la punchline, ça. Argent est levé. Si levé de fonds, ça pourrait fonctionner, mais c'est trop long, ça casse un peu le marketing du truc. Mais ces 3 éléments sont très très importants. Et moi, je cherchais, parce que l'argent, je sais que si je réussis, j'ai les investisseurs qui peuvent m'accompagner, m'aider à trouver les autres investisseurs, etc. La vision, on l'a avec Mathieu, on n'a jamais changé là-dessus parce que on sait que c'est ce qu'il faut en termes de vision. On sait que l'audio, ça peut changer la vie des gens. On sait que c'est un média extraordinaire d'accompagnement. Tu peux pas regarder Netflix pendant que t'es dans les transports. Enfin, tu peux, mais c'est pas idéal. C'est le média parfait de complément de quand t'as pas envie de regarder un truc, t'as pas envie de lire. Tu peux pas aller au cinéma. Bah là, pour le coup, en ce moment, on peut pas, mais tu peux pas aller au cinéma. Bref, on connaît la puissance de l'audio. Donc derrière, il ne restait que la question de l'exécution et donc de son pendant qui est la scalabilité. Et ça, c'est un élément qu'on a pu regarder. Et on est arrivé à la conclusion qu'il n'est pas scalable de produire soi-même de la fiction audio, du documentaire audio. Ça coûte trop cher par rapport au gain potentiel. Et nous, on a eu toujours la folie de croire qu'on devait produire nous-mêmes les contenus qu'on faisait payer aux gens. Et ça, c'est quelque chose qui nous différencie. Aujourd'hui, Magellan, c'est le plus gros producteur francophone de contenu qu'on appellera froid. Donc on retire les contenus d'actualité et on retire le brain content parce que ça, c'est du travail d'agence. Nous sommes les plus gros producteurs en minutes et en nombre de programmes depuis qu'on est sorti. Quand tu t'exclus tout ça, ça veut dire que c'est que de l'interview ? Non, justement, c'est que des contenus que tu peux réécouter dans 2 ans.
Parfois c'est l'interview, mais en fait assez rarement chez Magellan parce qu'on s'est rendu compte que il y en avait beaucoup qui existent. Il y a beaucoup d'interviews qui existent gratuitement, donc il y a moins d'intérêt. Mais nous, ce qu'on veut, c'est créer des contenus qui ont une valeur patrimoniale. On veut des contenus qui peuvent être écoutés dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Évidemment, plus le temps passe, moins c'est culturellement pertinent, évidemment, parce qu'il y a des évolutions. Mais on veut des sujets que tu peux réécouter. Et quand tu retires ça, en fait, tu exclus quand même beaucoup de podcasts. Et ce choix de faire des contenus qui ont une valeur patrimoniale, c'est un choix qui intègre aussi la complexité du projet qu'on peut avoir avec Magellan. Puisque faire des contenus qui ont une valeur patrimoniale, c'est faire des contenus qui peuvent aussi être rachetés. Okay. Ce qui fait que la valeur de l'entreprise, elle n'est pas seulement sur le fait qu'on ait beaucoup ou non d'auditeurs ou de gens qui payent. Elle est aussi sur notre capacité à produire de manière industrielle. Et donc on arrive à ce fameux point sur la scalabilité, qui impose de faire des choix de format. Créer de manière industrielle du contenu, c'est faire des choix de format qui s'adaptent justement à la création industrielle. Et nous, on n'est pas des artisans, dans le sens où on peut pas se dire on va sortir un podcast par mois et ça va être le meilleur podcast du monde. Nous, on est obligé de maintenir un rythme de production qui fait qu'on veut avoir le meilleur niveau qualitatif, servir le plus les gens qui nous écoutent et qui payent pour nous écouter, mais on veut qu'il y ait un rythme de sortie. Et aujourd'hui, on sort quand même 2 programmes complets à minima par semaine. Ce qui est un rythme, quand on dit programme complet, donc on parle d'un programme avec un début et une fin, plusieurs épisodes, entre 5 et 8 épisodes, qui durent entre 5 et 25 minutes l'épisode selon le format. Enregistré chez vous ? Enregistré dans nos propres studios. Okay. Donc aujourd'hui, on est la seule plateforme qui produit réellement ces contenus, de A à Z. On a les ingé sons, on a les attachés de production, on a une stratégie contenu, parfois on travaille avec des journalistes, parfois non. On a vraiment internalisé tout cela et on est la seule plateforme à le faire. Ok. Donc là, décembre 2019, si je résume, il y a eu un pivot sur 3 axes. Il y a payant ou gratuit. Il y a les thématiques justement et il y a le format. Exactement, c'est exactement ça. Okay. C'est si tu veux, les 3 axes, c'est plus de payants. On a arrêté la diffusion de podcasts gratuits, ce qu'on appelle le flux RSS. Donc par exemple, dans la tête d'un CEO n'est pas disponible sur Magellan. Hey. Mais c'est disponible ailleurs et les gens écoutent ça ailleurs avec grand plaisir. Donc écoutez-nous. Donc il y a pas de souci sur Spotify, Apple, enfin toutes les applications de l'application de votre choix. Donc le modèle vraiment plus de payants. Parce qu'il faut bien qu'on existe et qu'on vive en tant qu'entreprise. Il y a un peu de gratuit ou pas du tout ? Il y a un petit peu de gratuit. Toutes les semaines, il y a un contenu offert. D'accord, ok. Le second, c'est effectivement la production avec un focus sur des formats, sur des thématiques qui sont plus cohérentes. Donc on a arrêté la fiction, on a arrêté les documentaires, etc. Pour l'instant, peut-être qu'on y reviendra. Ouais. Et le troisième pan, c'est la promesse marketing. On a décidé d'avoir une promesse de service qui dépasse le simple cadre de « Hey, on a des contenus audio cool ». C'est pas ça. Avant, c'était un peu ça. Maintenant, on est une plateforme qui te sert à progresser, à grandir, à te développer. Et by the way, on a décidé que ce soit par des formats audio. Ce qui est un changement quand même de promesse qui est pas négligeable. Question à 1 million, mais tout ça, si je comprends bien, c'est le pivot à la veille de la pandémie, donc à la veille de 2020. C'est passé comment 2020 pour vous ? Et effectivement, nous n'avions pas tout prévu. Tout n'était pas écrit. Non, tout n'était pas écrit. C'est intéressant parce qu'en fait, ce pivot est un peu tombé à point nommé puisqu'on a pu aussi beaucoup travailler. Les gens ont beaucoup bossé en 2020 chez Magellan, trop bossé, pour être honnête. Les gens ont trop bossé, j'ai trop bossé. On est un peu comme tout le monde enfermé, c'était voilà. Mais on a réussi à maintenir la production, on a réussi à mettre en branle tout ce qu'il fallait pour que le pivot se réalise de manière effective. Donc c'est sorti en juillet 2020. On avait prévu que ça sorte fin mai, début juin, donc globalement 1 mois après. Tu parles du pivot et des 3 axes. Okay. Du changement factuel, parce que pivot, ça veut dire nouvelles applications. On a tout retapé dans le marketing, nouveaux contenus. Donc il a quand même fallu cravacher pour réussir tout ça. T'as une réorga en interne aussi par rapport à ça ? Ou non, ça va, tout le monde s'est adapté, mais c'est pas... Assez peu, parce que ça s'est fait... l'initiation, évidemment, vient de nous, mais on a beaucoup discuté avec notamment les team leaders, donc les C-level de la boîte, pour s'aligner
et qui comprennent. On peut pas réussir des pivots sans que tout le monde soit aligné, et que les gens qui ne le sont pas, il faut qu'ils aient la possibilité de partir s'ils le souhaitent. Ça veut pas dire que si tu es en désaccord, il faut partir. Ça veut dire que si après brainstorming, discussion, alignement de 85-90% des gens, tu fais partie de ceux qui disent j'y crois pas, voilà, bon, naturellement, il y a un moment où il faut prendre des décisions. Ok. Et c'est logique. Et pour le coup, ça s'est assez peu fait. Il y a eu assez peu de départs. Et du coup, les 6 derniers mois, t'avais une petite croissance sur tes users ou t'as vu une rétention? Depuis que c'est sorti? Ouais. Bah, c'est simple, on a 2 fois plus d'abonnés que la même période l'année dernière. On a des taux d'écoute qui ont explosé. On a 5 fois plus d'écoute, de nombre de minutes écoutées par personne. On a bien fait. On a bien fait de faire ces changements-ci. On ne connaît pas l'histoire, donc on ne sait pas ce que serait devenu cette première version avec la pandémie et quel effet ça aurait pu avoir. Mais on pouvait pas nous produire de manière scalable les contenus qu'on diffusait à l'époque. C'était pas possible. Comment là ça me vient, mais comment tu mesures le succès? C'est quoi les métriques que vous regardez? Alors chaque team a sa propre mesure, mais évidemment la mesure principale pour tous, c'est la croissance du nombre d'abonnés. C'est la mesure qui réunit tout le monde. Mais qui dit abonné, je pense que tu dois le coupler à l'usage quand même. Exactement. C'est pour ça que derrière, il y a des KPI intermédiaires par team. Donc, l'usage, c'est le nombre de minutes écoutées par personne. Le nombre de programmes écoutés par abonné, bien sûr. Il y a aussi un sujet sur la complétion. Quel pourcentage par épisode, en moyenne, quel pourcentage d'épisodes les gens écoutent quand ils démarrent? Combien finissent les programmes qui démarrent, etc. Donc ça, c'est des KPI intermédiaires. Sur le product, on est classique, hein, c'est les WAU, donc Weekly Active User. Okay. Sur les MAU, Monthly Active User, donc c'est tout ça qu'on regarde. Et le marketing, la growth, le chiffre d'affaires, le panier moyen par user, bon, tout ça. Okay. J'ai juste tout à l'heure t'en parlais. Et puis après, il ne reste plus beaucoup de temps et on va parler de toutes tes vies d'entrepreneur avant. Mais juste pour savoir, tu parlais un petit peu d'un gros challenge justement pour une plateforme B2C d'aller acquérir des clients. C'est quoi vos canaux d'acquisition? Qu'est-ce que tu as appris en fait depuis le lancement de Magellan? Et d'ailleurs, tu parlais d'autres plateformes. Est-ce que tu t'en es inspiré justement de ces autres plateformes? Bien sûr, on essaye de s'inspirer des autres plateformes, et c'est un discours qu'on essaye d'avoir tant en interne qu'auprès des actionnaires, que des gens qui nous observent. On peut pas comparer la première année de Magellan avec la dernière année de Netflix, de Spotify, d'Amazon quelque chose, d'Audible quelque chose, de Radio France. Il faut en fait nous comparer avec la première année de Netflix, la première année de Spotify, la première année de chacun. Et c'est compliqué en fait parce que naturellement les chiffres sont tout petits si tu nous compares à ce que sont devenues toutes ces plateformes. Donc ce qui est important pour nous, c'est de réussir à trouver notre product market fit. Et c'est là où le marketing et l'acquisition rentrent en scène. C'est que l'acquisition, ça sert bien sûr à accroître le nombre d'auditeurs, le nombre d'abonnés, mais aussi à tester quel est le discours, quelle est la promesse, quels sont les contenus qui attirent, qui séduisent. Il y a des contenus qui attirent les gens, mais qui ne les font pas payer. Il y a d'autres contenus qui attirent moins, mais qui font payer. Quel choix tu fais? Il faut bien faire un choix, parce qu'on peut pas tout faire. Et donc nous, pour répondre factuellement à ta question, il y a 2 canaux. Hein. Le premier, c'est le bouche à oreille. Canal fondamental. C'est le plus gros? Alors, nous, c'est à peu près 50-50. Okay. Avec l'acquisition paid, qui vient principalement de... Alors, là, t'as l'ASO, le SEO, les pubs Instagram, les pubs Facebook, les pubs Twitter, les pubs Snapchat, les pubs TikTok. Donc, les pubs, on target. Le bouche à oreille, c'est le plus important au début. Parce que c'est très compliqué d'avoir du bouche à oreille, mais c'est la preuve d'un product market fit. Et comment tu le mesures, ton bouche à oreille? C'est simple, hein, tu vois le nombre de personnes qui viennent par les pubs et ceux qui ne viennent pas par là. Tu vois le nombre de personnes qui viennent par de petits outils de partage dans l'application. Okay. T'envoies à tes potes le lien de la masterclass de Maurice Lévy. Nous, on sait qu'il y a des gens qui sont venus par là. Donc, on peut mesurer tout ça. Il y a plein de KPI. Ça, c'est les métriques que vous suivez assez... Si tu savais tout ce qu'on a mis dans la data, okay. Je peux tout traquer sur Magellan. Tout. Et c'est critique. On n'aurait jamais pu prendre les décisions qu'on a prises. On n'aurait jamais pu piloter l'entreprise comme on essaye de le faire sans la data. Moi, je passe 2 heures par jour à regarder la data de Magellan. D'usage, contenu, d'usage product, de marketing, d'acquisition. Je regarde tout en permanence toute la journée. Et d'ailleurs, les gens viennent me poser des questions en interne sur la data de Magellan.
Et je mets un point d'honneur à être celui qui connaît le mieux l'usage de la plateforme. C'est public en interne ? Tu partages on partage. Alors tout n'est pas accessible à tout le monde parce qu'en fait ça nécessite beaucoup d'explications. Mais par contre, ceux qui sont impactés par une data doivent y avoir accès. Ok. Et j'en profite. Je trouve que tu nous as plutôt bien expliqué ton rôle. Si tu veux un petit peu en reparler, moi j'aimerais savoir surtout, t'es CEO. C'est quoi le rôle de Mathieu ? Et comment tu crées, je pense que c'est ta première startup que tu crées au final avec une personnalité, parce que pour le coup c'est vraiment une personnalité hormis l'écosystème startup. Comment tu gères ça ? Est-ce que bon, j'imagine que vous êtes bien adapté, mais il n'y a pas parfois des petits égos qui peuvent créer des tensions ? Alors il y a beaucoup. Tout n'est pas rose, j'imagine. Alors, de toute façon, chez tous les entrepreneurs, il y a toujours de l'ego. Ouais. Et donc il y a toujours des sujets sur les cofondateurs et comment ça se passe. Il y a toujours des évolutions. Nous, ça se passe très bien pour une bonne raison, c'est que il n'a pas à prouver parce qu'il a déjà eu plein de choses dans sa vie. Et moi, j'ai pas non plus tant que ça à prouver parce que j'ai déjà pu faire. T'as senti que t'avais rien à lui prouver ? Oui, parce qu'en fait... Il croyait en ton track record. Mais parce que quand t'as piloté pendant 10 ans des boîtes importantes, tu sais pas ce que c'est que monter une boîte. Et quand tu n'as jamais monté d'entreprise dans les médias et dans le contenu, tu ne sais pas ce que c'est que monter des entreprises dans le média et dans le contenu. Donc, en fait, on sait ce que chacun sait faire et ce qu'il ne sait pas faire. Et donc, on est dans la fusion des deux. Donc déjà, ça, c'est important parce que, en fait, on se renforce en acceptant ce que l'autre peut nous apprendre. Et moi, j'ai vu dans l'association avec lui, évidemment, je sais le jour où je signe le pacte d'actionnaires, je sais le jour où je signe le fait qu'on va travailler ensemble, que c'est pas ma tête qui va être mise en avant sur les articles de l'Express, des Échos, de machin. C'est pas Arthur Perticose lance Magellan, c'est Mathieu Gallet lance Magellan, mais dans le texte ils ont la décence de mentionner mon nom. Non, mais parce qu'en fait, si tu veux, je suis pas si. En fait, le truc c'est qu'en France, il y a pas de CEO. Il y a des DG et des présidents. Qui est CEO ? Le président ou le DG ? Bah, ça dépend, mais c'est vrai qu'en VC on pousse plus à bien répartir les rôles. Mais c'est un vrai sujet. Et typiquement, tu vois, quand tu m'as proposé cette interview, je me suis dit. En fait, limite, faudrait le faire à deux avec Mathieu. Parce que la réalité, c'est qu'on est co-CEO. Parce que, est-ce que lui, il est chairman exécutif et moi, je suis DG avec une vision stratégique. En plus, je suis pas directeur des opérations, quoi. Mais en même temps, je fais beaucoup d'opérations. Beaucoup d'opérationnels. Donc, en fait, on est presque co-CEO et c'est ça qui fonctionne bien. C'est que, il y en a pas un à dire, toi, t'es CEO et toi, t'es chairman, donc tu te tais. Ou, moi, je suis CEO, moi, Mathieu, je suis CEO et toi, Arthur, t'es DG, donc tu te tais. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce qui fait que, on se répartit vachement bien les tâches. Et ça fonctionne super bien, et ça nous force à une fusion de la vision et des pensées qui est parfaite. Et on a une chance, c'est que moi je peux laisser Mathieu aller à n'importe quel rendez-vous, je sais que ce qu'il va dire, c'est exactement ce que je pense. Et j'ai la sensation que cette confiance est réciproque, parce que quand on s'appelle en mode « j'ai réfléchi », on a toujours ça, ça fait quelques semaines que je réfléchis, je voulais t'en parler. Il n'y a pas une fois, je te promets, depuis... les 18 derniers mois, évidemment au début, c'est normal, on apprend à se connaître, mais depuis les 18 derniers mois, il n'y a pas une fois où quand l'un des deux a dit « j'ai pensé à quelque chose », c'était complètement à côté de la plaque par rapport à ce que l'autre pensait. Okay. Pas une fois. Et c'est difficile à croire, mais c'est la condition sine qua non pour que ça fonctionne. Et quant à la question de la fame et autres, la fame a un avantage, c'est que t'es auréolé en cas de succès. La fame a un inconvénient, c'est que tu es défoncé en cas d'échec. Ouais. Et très vite, j'ai compris, par cette expérience avec Mathieu, et en observant, que sa popularité au sens de personne publique, ça lui apporte énormément de choses très positives, mais ça apporte un flot de haters sans précédent. Tu regardais... Il en faut pour réussir. Non, mais tu regardais Twitter au lancement de Magellan, franchement, j'avais envie d'appeler les mecs et leur dire, mais les gars, on est 18, dans un bureau dans lequel je fais monter les tables et les chaises par les employés eux-mêmes quand ils arrivent tellement on est sous l'eau. On fait des podcasts de briques et de broc comme on peut. On a lancé ça hyper vite pour tester. On n'est pas salto.
Ça fait pas 3 ans qu'on prépare notre arrivée. On n'est pas l'arrivée de Netflix en France. Ouais, mais eux, je pense qu'ils ont... Enfin, je pense à ces haters, je suis pas dans leur tête. Mais je pense qu'il y a du mal à assimiler start-up versus je sors d'un énorme groupe, je suis Bien une sûr. personnalité reconnue. Non, mais il y a tout pour qu'on se fasse taper dessus. Ouais, Il y a Mathieu avec le côté homme populaire. En plus, il y a eu son départ de Radio France. Chacun il voit ce qu'il a envie d'y voir, mais donc forcément, ça entraîne une certaine vision du monde que d'autres peuvent avoir. On lève 4 millions d'euros sur un PowerPoint. Donc là, tout de suite, dans l'imaginaire, c'est limite si c'est pas les Illuminati qui nous avaient financé. De toi et moi, c'est toi ou c'est la fame de toi, enfin de ton expérience ou de la sienne qui a permis de lever plus rapidement? Les deux. Mais vraiment les deux. Parce qu'en fait, okay. Donc moi, mon expérience Wind, elle apporte beaucoup de choses, mais elle a aussi son lot d'inconvénients, pour plein de raisons. Que ceux qui sont dans le monde des startups peuvent connaître forcément. De l'autre côté, Mathieu, évidemment, sa crédibilité dans le domaine lui attire un carnet d'adresses qui fait qu'il y a des rendez-vous, mais c'est pas parce que t'arrives et que t'es Mathieu Gallet que les gens se disent ouais, tu sais entreprendre. C'est quand même plus l'inverse en fait. Et c'est là où on voit la force des choses. C'est vraiment le duo. Je pense que l'un comme l'autre, on aurait eu du mal à lever autant dans les mêmes conditions si on n'avait pas été ensemble. Et par ailleurs, je ne suis même pas sûr que la boîte se serait lancée si ça avait été juste l'un ou juste l'autre. En tout cas, j'ai cette intuition-ci. Et d'ailleurs, ça permet aussi d'être tout à fait à l'aise avec la répartition des tâches. Et en fait, c'est un bon équilibre. C'est un bon équilibre. Mais je savais dans quoi je signais aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être mature. Tu sais quand tu t'associes avec quelqu'un de public que c'est pas ta tête qui va être mise partout. Mais Mathieu a toujours été très sympa là-dessus. C'est-à-dire que il est vraiment dans le... C'est là aussi où tu sens le grand patron. C'est qu'un grand patron, ça partage quand même beaucoup quand ça a des C-level avec les C-level. Et ça laisse tout le monde un peu communiquer. Et c'est aussi une méthode qu'il a pu appliquer avec moi, où il a su me laisser de la place. Et ça, c'est très très cool. Et ça a permis en fait d'avoir un équilibre qui est, je trouve, très bon. Et juste la ligne éditoriale, c'est vous deux, ou tu lui laisses peut-être un peu plus de... Ou... Alors, c'est nous deux plus les gens qui sont impliqués dans la boîte. Parce qu'on n'est pas une vision, c'est pas que monolithique où nous on dit et eux ils font. Donc c'est vraiment le mix entre nous deux. Et c'est normal parce que tu peux pas avoir une ligne édito qui n'est pas alignée avec du marketing ou avec du product. Moi je crois que c'est ce qu'on dit aux équipes, c'est qu'il y a un triangle chez Magellan. Marketing, product, content. Tu le mets. PMC, CMP, MPC comme tu veux. Mais c'est ce trio qui fait le succès. Complémentarité. Si il y a un de ces angles qui n'est pas aligné avec les autres, tout se casse la gueule. Donc en fait, la ligne édito, qui est en fait une stratégie contenue, elle ne peut être qu'en adéquation avec la vision marketing, qui est une vision de promesse, et le product tel que tu vas le... Parce que nous, on est dans l'apprentissage. Donc typiquement, on va sortir des fonctionnalités qui n'ont aucun sens pour des programmes de fiction audio. Tu vois, si on sort des synthèses de contenu, c'est quoi la synthèse d'une série audio? On s'en fout. Par contre, la synthèse d'une masterclass de Maurice Lévy, là, on ne s'en fout pas. Donc tu vois l'alignement, en fait. Je vois très bien. Moving forward and going back dans la tête d'un CEO, j'ai envie de dire. Donc juste pour en parler. Donc toi, t'as fait la Sorbonne, le CELSA, Sciences Po. T'as monté 4 boîtes. Tu es aujourd'hui à la tête de Magellan, donc avec Mathieu. Tu es investisseur dans, si je me trompe pas, c'est une quinzaine de boîtes. C'est ça, une quinzaine de boîtes, ouais. Tu es advisor. Tout à fait. Board member de certaines boîtes aussi. Tu animes une émission à France 3, je crois que c'est toutes les semaines, c'est ça? Alors c'était tous les jours. La première saison, ça a été toutes les semaines. Ensuite, cette saison, ça a été tous les jours. On verra sur 2021 parce que bon, c'est un contenu qui vise à aider les gens dans la recherche d'emploi. En fait, ce sont des conseils pratiques sur le fait de comment faire un CV, mais aussi comment se présenter, comment se positionner, comment se donner aussi confiance. Il y a tout un côté psychologique. Donc c'est assez cool, mais bon, au bout du 80e numéro, qu'est-ce que tu racontes? Donc tu vois, on verra si ça c'est destiné à continuer, mais c'est très cool. Bon, je spoil pas, mais en plus on va parler en off que t'as aussi d'autres projets qui t'intéressent. Moi, ma question, mais tu le trouves où le temps? Alors déjà, comment tu fais tout ça en fait? Déjà, je ne fais que des choses qui m'amusent. Ok. Donc, si ça ne m'amuse plus, je ne peux plus le faire. C'est comme un blocage. Je sais pas m'imposer des choses. Ensuite, des choses qui sont pas satisfaisantes. Ensuite, forcément, il y a quelques éléments c'est au détriment de quelques trucs quand même. Hein. Donc, effectivement, tu peux pas me voir tous les soirs en soirée. Bon, en ce moment, ça va. Alors, en ce moment, ça va, mais je connais d'autres entrepreneurs qui ont une vie nocturne bien plus intense que la mienne. Mais c'est vrai que je travaille beaucoup.
parce que déjà c'est pas tant du travail que ça. Ouais, tu prends du plaisir. Je prends du plaisir et surtout en fait on se rend compte qu'on trouve le temps. Enfin, la première saison de cette émission sur France 3, c'était tourné le samedi. Ok. Bon voilà. Et donc le temps tu le trouves. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, j'ai envie de dire, Arthur le philanthrope du coup? Alors philanthrope je sais pas, mais le côté give back. C'est quoi le plaisir que tu trouves dans tous ces projets? Il y a un point commun, j'imagine. Ouais. Moi j'adore c'est humain quand même. Ouais, en fait j'adore le côté la liberté créative. Je trouve que c'est quelque chose qui est un vrai luxe qu'on a en France pour certains, qu'on a de plus en plus pour quand on s'en donne les moyens, mais surtout qui est de plus en plus possible avec YouTube, avec le podcast, on peut créer avec le blogging, on peut créer, mais c'est un vrai luxe d'être libre, de pouvoir créer des choses. Moi j'adore créer des choses, j'adore voir quelque chose que j'ai pu penser, co-penser parce que souvent je suis pas tout seul, devenir exister et devenir quelque chose de tangible. Donc ça c'est plutôt le côté entrepreneur. Et ensuite il y a le côté vraiment give back parce que j'ai la chance de venir d'un milieu qui n'est pas complètement défavorisé mais qui est loin d'être ultra favorisé et je sens que j'ai eu de la chance. Et j'aime bien l'idée de pouvoir aider d'autres à avoir un pan de cette chance. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé sur la route. C'est un chemin très solitaire d'être entrepreneur, même quand t'es associé. Bah, je vais te dire, c'est la somme de solitude, hein, l'association. T'as toujours cofondé. Toujours. Que ça soit, donc on parlait de Highlight, Wind, on parle de Wind, Omnis Event aussi. Ça a toujours été cofondé parce que ça a toujours été le fruit de rencontres. Ok. On parle de rencontres, on parle là d'accompagnement. Question hyper vague et on peut faire le parallèle d'ailleurs avec ta culture d'entreprise. Mais c'est quoi la place de l'humain dans tout ça? Bah c'est tout. C'est le central. En fait, moi je crois au pouvoir de l'intuition. C'est-à-dire je ne crois pas que l'intuition ce soit quelque chose qui vienne de nulle part qui n'a pas de sens. Je crois que l'intuition c'est la somme de toutes les expériences que tu as pu avoir, de tout ce que tu as lu, de tout ce que tu as entendu, de toutes les rencontres. Et je crois que quand tu as mis ton cerveau sur un focus, sur un sujet, tu es très 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 focus sur quelque chose, et que tu as une idée, elle peut évidemment être fausse, mais à minima elle ne vient pas de nulle part, elle vient de tout ce que tu as vécu. Et donc l'humain est le cœur de tout. Parce que c'est l'humain qui est créatif, c'est les rencontres qui te donnent cette créativité, c'est la raison d'être de tout ce que je fais, et c'est pour ça d'ailleurs que la période de Covid, le premier confinement était très sympa parce qu'il y avait ce côté un peu pause, un peu cool, une espèce de bulle dans le temps. Alors cool pour ceux évidemment qui ont pas. Moi j'ai eu le Covid très tôt, donc au bout d'une semaine ça allait mieux, mais après ça a été plutôt chill. Évidemment il y a plein de gens qui ont été impactés, donc c'est moins chill évidemment pour ces gens-ci. Mais par contre là je commence à être très très frustré de cette perte d'humanité, au sens de rencontre humaine, au sens de voilà. Enfin moi ça m'amuse pas d'avoir une boîte Zoom. Ouais, non, mais c'est vraiment ça ne m'amuse, mais alors absolument pas. Slack et Zoom. C'est ça pourrait faire partie de ce qu'on retrouve en enfer. C'est parce que c'est s'il y a des éléments de la vie qu'on peut mettre en enfer en se disant c'est ça l'enfer, c'est avoir une vie pilotée par Google Calendar, des discussions qui ne sont que sur Slack où personne ne se comprend. C'est pire que le SMS. Ouais. Et des Zooms dans lesquels aujourd'hui je force les gens à mettre la caméra pour qu'on garde cette humanité. Mais en même temps, forcer les gens à mettre la caméra, c'est forcer les gens à montrer leur vie intime. Ouais, bien sûr. Chez toi, c'est ta vie intime. Alors là, pour le coup, tu m'as invité chez toi, donc c'est sympa, mais il y a une forme d'intimité, tu me montres qui tu es. Et j'ai toujours du mal à imposer ça aux gens. Mais en même temps, j'ai besoin qu'on se voit les uns les autres. Non, mais je te rejoins là-dessus, et pour moi, en tout cas, les podcasts en physique, je sens cette chaleur humaine. Et tu te souviens, moi je t'ai dit, je ne le fais que si on se voit. C'est clair. Et on en parle depuis 1 mois et demi, donc non, mais je suis super content de le faire en physique. Juste une mini aparté, mais c'est vrai que là tu parlais d'humain. Il me semble que tu donnes beaucoup de BSPCE à tes employés. C'est juste essayer de comprendre un peu la culture d'entreprise. Est-ce qu'elle est chapeautée par toi, par Mathieu, les deux ensemble? Est-ce que c'est pas dur pour vos employés de savoir à qui référer au bout d'un moment? Alors déjà, une boîte, ça ressemble à ceux qui la dirigent. Ok. On peut pas faire semblant. Mais en même temps, vous ressemblez avec Mathieu? Bah, on est la fusion, on essaie de faire en sorte que la boîte soit la fusion de nous deux. Donc moi, je suis plutôt pushy, lui il a plus de recul. Enfin voilà, il y a une double personnalité. Donc
ça peut être, je pense, un peu perturbant pour les équipes, mais très vite ils savent avec qui il faut discuter de quel sujet, et puis on se répartit les tâches. Maman, quoi. On peut dire ça, mais oui, si tu oui. veux sortir ce soir, tu sais à qui demander, quoi. Ouais, on va dire. Sauf que là, on va dire qu'il y a d'un côté plus product, de l'autre plus contenu, quoi. Ouais, mais voilà, c'est ça, c'est un peu plus les géos du Club Med, quoi. Si tu veux faire du tir à l'arc, faut aller voir Arthur, et si t'es plutôt sur la plongée, bah faut aller voir Mathieu, tu vois. Donc chacun a ses domaines de prédilection, mais on essaye de faire en sorte que ce soit le plus lisible possible. Par contre, effectivement, moi je suis plutôt pour que le fait que tout le monde presque ait des BSPCE dans la boîte, je pense que c'est important. On n'en donne jamais assez, de toute façon, donc est-ce qu'on en donne beaucoup ou pas, ça dépend. On n'est pas ceux qui en donnent le plus, on n'est pas ceux qui en donnent le moins. Par contre, j'essaye d'avoir une vision la plus égalitaire possible. Donc on a mis en place un système dans lequel il y a des strates, junior, middle, senior, etc. Avec des pourcentages qui sont affiliés, de telle sorte qu'il y ait de la lisibilité, et que tu saches, en gros, tu as le même pourcentage, en ratio de ton salaire, évidemment, de tout ça, que ton voisin, en termes de métier. Et ça, c'est important. Et de la même manière, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait une égalité salariale dans les gens, quel que soit l'âge, la provenance en termes d'école, évidemment le sexe, le genre, pardon, sur les postes communs. C'est hyper important pour qu'il y ait de la lisibilité. Vous êtes combien là ? Là, on doit être 25. Okay, c'est très variable en fait, parce qu'on est une boîte dans laquelle il y a tellement de gens qui viennent pour un contenu, pour un truc. Si tu prends l'intégralité des gens qui participent à tous nos podcasts, c'est quasiment 300 à 350 personnes par an qui participent à notre aventure, directement ou indirectement. Okay. Donc il y a du monde. Écoute, 45 minutes, bon, on a plus ou moins tenu le temps. J'ai les 3 petites dernières questions. D'ailleurs, je pense qu'on va en skipper une, étant donné qu'on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat et tu nous as plutôt bien donné ta vision. J'aimerais savoir, en revanche, si tu avais la capacité de choisir un board member demain. Donc voilà, quelqu'un qui arrivera à ton board, ça peut être quelqu'un de fictif, réel, vivant ou mort. Qui est-ce que ce serait et surtout pourquoi ? Je peux donner plusieurs noms ou il faut en choisir qu'un ? Vas-y, mais on n'a pas 10 000 ans. Alors, on n'a pas 10 000 ans, donc je me dépêche. Bon, j'aimerais bien avoir, sur le plan créatif, j'adorerais avoir quelqu'un du style Walt Disney ou des gens qui bossent chez Pixar, par exemple. Mais tu vois, des gens qui ont fait de la créativité un métier. Je pense que c'est hyper important. Okay. Sur le côté business, innovation, vision, évidemment, c'est un grand cliché, mais un mec comme Steve Jobs. En plus, je pense qu'on pourrait avoir des sacrées engueulades, lui et moi, et mettre un peu de passion dans tout ça, ce serait pas mal. Mais je pense qu'on pourrait s'embrouiller fort. Je sais pas s'il est facile à vivre. Enfin, s'il l'était, en tout cas. Justement. Mais moi, j'aime bien la tension comme ça, un peu créative. C'est nécessaire de temps en temps. Mais toi, j'aimerais bien avoir ça. Et en fait, avoir... quand on donne des noms comme ça, je vois bien que avoir des gens un peu avec ce mindset un peu américain. Moi, j'ai des gens qui me guident un petit peu, qui m'aident, et notamment un mec qui s'appelle Grégory Renard, qui est un gars extraordinaire, qui est un Français ASF. Dès que je lui parle, j'ai l'impression d'être le nouveau Steve Jobs. Et il me met un shot de confiance en moi, de vous allez réussir, mais tu ne te rends pas compte ce que vous faites, c'est incroyable. Si tu faisais ça ASF, tu te rends pas compte, mais ça vaudrait déjà 1 milliard. Et en fait, je pars avec une rage de tous ces points. Et tu vois, là, en parlant, je me dis, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, et ça me ferait du bien, tu vois. Et en fait, ça, c'est nécessaire à tout le monde. En France, on est super bon sur plein de choses. Mais il y a un truc sur lequel vraiment on a du retard. C'est ces pushes de confiance qui sont pas de l'ego trip, qui sont pas de la fiction, qui sont pas du pipeau, du mytho, qui sont simplement du vas-y à fond, si ça se plante, ça se plante, mais n'oublie pas de voir tout ce que tu fais déjà de bien. Et ça, c'est hyper américain. Il y a un documentaire sur Netflix autour de la vie de Tony Parker qui est sorti il y a pas très longtemps, et il dit... J'ai une chance, c'est que ma mère est européenne, mon père est américain. Donc d'un côté, j'ai les pieds sur terre européens, on garde la tête froide, quand même, on chill les gars, ce que tu fais c'est cool, mais t'es pas Gandhi, donc calme-toi, tu vois, ça c'est très français, très européen, c'est vas-y, tranquille. Et t'as le côté américain du you can do it, t'es le meilleur, mais par contre work hard, parce que sinon tu seras jamais dans le top 10, et bah ouais, t'es dans le top 10, donc tu peux dire aux gens, je suis numéro 1 mondial. Bah, t'es numéro 1 mondial ou pas ? Ouais, bah tu le dis. Et ça, c'est un truc très américain, et je pense que ça, j'adorerais avoir un peu plus de ça. Tu me parles des US, je suis obligé de la poser la question, mais je sais pas si c'est dans 10 ans Magellan est où, ou tout simplement, est-ce que les US fait partie de la roadmap à court, moyen, long terme ? On aimerait bien, mais ça coûte. Là, pour le coup,
très 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 cher parce que plateforme contenu marketing aux US, attention. Déjà c'est pas la même concurrence. Aussi. Ouais, mais c'est presque l'exécution ne m'inquiète pas. OK. L'argent nécessaire, tu vois, je reprends mon vision exécution pognon. Donc est-ce que dans la vision, c'est ce qu'on aimerait? Oui. Est-ce que dans l'exécution, ça aurait du sens et on peut le réussir? Je n'ai aucun doute là-dessus. Est-ce qu'on a les moyens? Absolument pas pour l'instant. Okay. Et ça ne peut se faire qu'avec des gros partenaires américains et on a encore beaucoup de choses à prouver. Mais moi je suis pas dans le culte non plus des États-Unis. Tu vois, autant je peux te dire j'aime ce mindset, j'aime cet état d'esprit, je trouve que en fait c'est un bon ajout à notre vision française ou européenne. Mais c'est pas les US c'est mieux que la France, c'est pas un truc qui Enfin, je suis pas à SF. J'aurais pu aller à SF. Okay. J'ai vendu Wind, je vais à SF. J'ai un storytelling. Je fais ce que je veux là-bas. Je suis dans Forbes. J'étais dans Forbes US. Je suis dans Forbes France. Si tu veux, j'ai tout. Tu vois, si tu veux, je peux faire mon storytelling et ça peut passer. Mais putain, qu'est-ce que j'aime la France. Donc en fait, j'ai juste pas envie de partir pour l'instant. L'Europe avant ou pas du tout? Nous, on a une vision par langue. Bah justement. Donc nous, on réfléchit à comment on peut étendre notre leadership de production francophone vers la partie anglo-saxonne, mais il faut bien le faire. Et si je me lance, c'est pour être leader de quelque chose. Bon, un grand merci. Moi, c'est ma dernière question et c'est un peu d'aide que je te demande entre guillemets. Mais qui est-ce que tu aimerais entendre à ta place prochainement? Quelqu'un auprès de qui j'ose espérer que tu puisses me faire une petite intro. Je sais pas si t'as déjà eu Loïc Soubéran. Ah bah écoute, Loïc, tu nous entends, on a un call dans une semaine ou deux bon, là, donc je pense que alors c'est non pas que je le connaisse tant que ça, on s'est croisés bien sûr, ouais. Mais je trouve que son parcours, ouais, puis il a racheté 2 boîtes cette année. Il y a un truc et puis Tid, c'est une super histoire. En plus, le chemin est amusant. Pour avoir suivi un petit peu l'évolution de Swile, enfin Launcher Swile, c'est particulièrement intéressant. Et je trouve que son positionnement, qui est que lui, il est pas à Paris. Je pense que c'est quelque chose qui peut faire du bien à plein de gens aussi, de comprendre que c'est pas Paris ou rien. Même si évidemment il y a beaucoup trop de choses qui se passent encore à Paris et je pense que ça peut être cool de l'entendre là-dessus. Lui aussi, il me semble, a fait une belle levée pré-product. Non mais sur un deck, donc oui, et puis il a eu aussi un pivot, hein. Launcher c'était pas ce que c'est, enfin Swile n'était pas ce que c'est aujourd'hui avant. Et voilà, c'est un top entrepreneur français jeune. Si tu dois faire le top 20, il est inévitablement dedans. Donc il faut absolument l'entendre. Super, bah Loïc, à très vite alors. Un grand merci à tous et spécialement à toi Arthur pour ton partage d'expérience et en tout cas ta franchise surtout. Donc merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Yes, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Allez, bonne journée, à dans 2 semaines. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine.